Bonsoir à tous et bienvenue à ce numéro du Journal des Sports. On fait le point de l'actualité après le sommaire que vous présente Samuel Metch. Football féminin, éliminatoire Cannes 2018, premier tour. Les éléphantes se qualifient pour le tour suivant après avoir tenu en échec les Lions de l'Atlas du Maroc. Tennis de table, 13e édition du championnat d'Afrique des cadets, juniors et des U21 à Abidjan. La compétition se poursuit à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville, mais déjà, les pongistes égyptiens sont en tête des médailles. Ligue des champions, quart de finale retour. Coup de tonnerre, le Barça sort de la compétition. Qualification de la Roma et de Liverpool pour les demi-finales après plusieurs années d'absence. Kader Guilavogui et Kapit Bakayoko sont avec moi sur ce plateau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Entamons ce journal comme d'habitude par l'actualité nationale. Tennis de table. Après le circuit mondial, les amoureux du tennis de table se sont retrouvés au Parc des Sports de Treichville pour le championnat d'Afrique. Les premières finales disputées hier soir ont été dominées par les champions en titre, les Égyptiens. Les détails avec Véronique Conan et Samuel Metch. Des chants d'encouragement et de soutien ont été les temps forts des finales du championnat d'Afrique de tennis de table des cadets, juniors et des U21 dans la salle polyvalente du Parc des Sports de Treichville. L'opposition entre le Congolais Bongo Noredi et l'Algérien Belabas Méziane chez les cadets a été riche en action et en mouvement. Cependant, c'est Bongo Noredi qui s'offre une précieuse victoire devant Belabas Méziane. 3-7-2. Je suis très content parce que c'est ma première fois de remporter la médaille bronze. J'ai utilisé tous les armes que le coach m'a données. Le match des U21 par équipe, constitué de 4 athlètes, a duré plus d'1 heure, vu le bon niveau technique des joueurs. Ainsi, chez les filles, l'Algérie en rouge, qui a bien commencé le match, va se laisser surprendre par 3-1. J'ai tout donné et j'ai pas gagné, du coup ça m'a foutu un peu dans le mou. D'ailleurs, Iba, ma coéquipière, elle se remet bien, elle me remet dans le bain. J'avais plus de puissance, je réfléchissais pas et elle était au-dessus de moi aussi, donc j'ai pas su la gagner, j'ai pas su trouver les bonnes méthodes et voilà. En homme, le face-à-face Tunisie-Égypte a été une simple formalité pour Abdelwahab Marouane de l'Égypte. 3-0. Quelques acteurs du tennis de table se disent satisfaits du bon déroulement de la compétition. C'est un succès en termes de participation, une dizaine de pays, plus d'une dizaine, et en termes de qualité technique, d'organisation. Au niveau africain, nous avons des athlètes qui sont au sommet. Eh bien, ceux-là doivent faire en sorte de viser maintenant le niveau mondial. Et pour cela, il faut du travail, plus du travail, rien que du travail et de la discipline. L'Égypte, champion d'Afrique, compte déjà 6 trophées après 4 jours de compétition. Ce championnat d'Afrique de tennis de table prendra fin ce vendredi 13 avril avec les finales et remises de trophées. Autre chose, le tournoi mondial de jeux de dames dénommé Open 5 étoiles de la ville d'Abidjan se disputera du 23 au 30 avril prochain. Marilyn Dasso et Samuel Metch vous présentent cette compétition. La Fédération ivoirienne de jeux de dames accueille pour la première fois 125 athlètes issus de 15 nations qui viendront à l'occasion de l'Open 5 étoiles de la ville d'Abidjan, tournoi mondial de jeux de dames. Joël Atse Ncho, champion du monde en 2013 de partie rapide en Chine et 68 autres athlètes ivoiriens défendront les couleurs nationales face aux 2 célèbres Russes, Alexander Schwarzan, champion en titre, et Daria Kachenko, 4 fois championne du monde. Nous sommes un grand pays de jeux de dames, mais je dirais que nous avons des rivaux qui arrivent, des rivaux de taille. Je dirais la Russie,
qui amène le champion du monde en titre, à la personne d'Alexander Schwarzman. Je sais que ça va être âprement discuté, mais comme nous avons la chance d'être chez nous, et généralement, chacun se sent plus fort chez soi, je promets qu'on ne fera pas pire performance. Tactique, réflexion, raisonnement et calcul seront au rendez-vous dans la bataille des grands cerveaux pendant 7 jours de compétition sur les bords de la lagune ébriée. Un mois après la mise à niveau de ses membres par un stage international, la Fédération ivoirienne de Wado Academy est passée à l'action en organisant son championnat national samedi dernier. C'était au groupe scolaire Wobé à Yopougon, quartier Maroc. Bonfils Bédi, Samuel Metch. Accompagnés par leurs parents, environ 150 pratiquants de karaté Wado Academy de Bouaké, Brobo et du district d'Abidjan ont participé à ce championnat national. Ce championnat intervient après un stage de perfectionnement dirigé par l'expert franco-malgache Sensei Renchi Reno au mois de mars dernier. Les athlètes dans les catégories masculines et féminines ont été jugés sur une démonstration de différentes techniques d'attaque et de défense, la vitesse, le rythme et l'esquive. Les compétiteurs dans l'ensemble se devaient d'appliquer les corrections apportées durant le stage international 2018. La force de l'adversaire est utilisée, dirigée et retournée contre lui-même de sorte à le mettre hors de combat. Pour ce qui est du niveau technique des athlètes, il faut dire qu'il est acceptable parce qu'il y a moins d'un mois de cela, nous étions en stage avec l'expert Francis Relo qui est venu apporter des corrections et nous avons pu observer l'application de ces changements-là dans l'exercice des différents élèves. Donc je peux dire que dans l'ensemble, le niveau il est acceptable. Je suis contente d'avoir une médaille d'or. Ça me fait ma 4e fois d'avoir une médaille d'or. Je suis très heureuse. Le championnat était moyen parce que nous avons reconnu que tous ceux qui n'ont pas fait la formation continuaient de faire les mêmes fautes. Heureusement qu'une grande majorité a fait dans cette formation qui a essayé de se mettre au niveau des techniques que nous avons enseignées. À l'issue de ce championnat, ce sont au total 30 médailles, 10 d'or, 10 d'argent et 10 bronzes qui ont été décernées. Football féminin, les éléphantes de Côte d'Ivoire ont composté leur ticket pour le dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations et Ghana 2018 après avoir contraint au nul les Marocaines. C'était hier mardi au stade Félix Houphouët-Boigny. Le compte rendu de Oud Alégbé. C'est lors des 45 dernières minutes que les éléphants se sont procurés un nombre incalculable d'occasions de but. Nina Kpaozoté à la 47e minute, Elo Rebecca aux 52 et 58e minutes. Et encore Elo Rebecca qui part 2 fois seule devant la gardienne marocaine n'a pu marquer. Les Marocaines se sont permis de rares incursions dans la défense ivoirienne, mais ont eu du mal à avancer avec une défense ivoirienne très bien en place avec une excellente Elo Rebecca qui leur a donné du fil à retordre. Le but inscrit par Fatou Koulibaly à l'aller au Maroc 1-1 s'est avéré précieux pour les Ivoiriennes qui se qualifient au bénéfice de ce nul 0-0 face aux Marocaines. Le public était là pour nous encourager jusqu'au bout. Vraiment, on vous dit merci pour le soutien et on va se battre encore pour le tour des Mali encore. Nous avons eu beaucoup de difficultés, surtout au niveau de la finition. Le travail va se baser sur cet élément. Mais il y a une grande satisfaction parce que nous avons joué en bloc. Voilà, on a vu un groupe solidaire qui était uni, qui voulait vraiment cette qualification. Au prochain et dernier tour qualificatif pour Ghana 2018, la Côte d'Ivoire sera opposée au Mali, qualifié suite au forfait de la Sierra Leone. Passons maintenant à l'actualité internationale.
La convocation de Tony Yoka pourrait-elle être reportée? La question se pose. Le champion olympique 2016 va devoir s'expliquer. Suspendu 1 an avec sursis, il a en effet été convoqué par l'Agence française de lutte contre le dopage le 7 juin. Le clan de Tony Yoka espère repousser cette audition afin qu'il puisse combattre le 23 juin contre Raphaël Tronchet. Tony Yoka est dans l'attente. Il vient de s'imposer devant Cyril Léonet et espère défier Raphaël Tronchet, le champion de France des poids lourds, le 23 juin. Un combat qui pourrait ne pas avoir lieu puisque le champion olympique est convoqué le 7 juin prochain par l'Agence française de lutte contre le dopage. Sa sanction d'1 an avec sursis pourrait être alourdie avec ce combat, qui sera impossible, je crois. Dans ce genre de cas, la sanction peut même aller jusqu'à 2 ans de suspension. Toujours en boxe. Excusez-moi, je crois que j'ai un gros chat dans la gorge. Toujours en boxe, Youssouf Doumbia, boxeur ivoirien vivant en France, se prépare activement pour défendre le drapeau national au championnat d'Afrique le 14 avril à Tunis. Suivons sa préparation avec Samuel Metch. Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2016 en France, Youssouf Doumbia, le boxeur ivoirien de 33 ans, va représenter la Côte d'Ivoire au championnat d'Afrique en salle couverte de la municipalité de Msaken en Tunisie. Samedi 14 avril prochain, l'enfant d'Abobo va défier dans la catégorie poids moyen le Tunisien Islam Tefaï pour le titre IBU championnat d'Afrique minute en 12 reprises de 3. Youssouf Doumbia, dit Youss le problème ou Yo, a fait ses débuts le 26 octobre 2007 et a à son actif 40 combats. Il a rencontré de grands champions tels que Karim Achour, 7 fois champion de France, et David Armand, le champion de France. Là où je te dis là, tout ce que je veux, c'est de combattre. Je vais prendre n'importe qui, à l'étranger, n'importe où, quand ils sont prêts, où ils veulent, quand ils veulent. N'importe qui. Donc il faut que je combatte, man. Là, il est fin, là. Il faut que je combatte. Le boxeur ivoirien fait partie des gants en or africains vivant en France et compte faire honneur au drapeau de son pays. Au golf, l'Américain Patrick Reed a remporté le 82e US Masters Augusta de Géorgie. Un sacre qui lui permet de porter la traditionnelle veste verte, mais surtout de gagner des places dans le classement mondial. Jean-Sylvain Essou. L'Américain Patrick Reed a fait son entrée dans la cour des grands. Il a remporté à 27 ans l'US Master à Augusta en Géorgie, son premier titre du Grand Chelem. Réputé jusque-là pour ses exploits en Ryder Cup, l'Américain a désormais dans sa penderie le blazer le plus célèbre du sport mondial, une veste verte aux couleurs du prestigieux Augusta National Golf Club. Pour décrocher ce Graal et le chèque de 2 millions de dollars remis au vainqueur du Master, Reed, principal artisan de la victoire des États-Unis face à l'Europe lors de la Ryder Cup 2016, a fait preuve dans le 4e tour d'un sang-froid digne d'un super-héros. Reed a dû tour à tour repousser les assauts du Nord-Irlandais Rory McIlroy, deuxième à 3 coups en début de journée de son compatriote Jordan Spieth, revenu brièvement à sa hauteur, et d'un autre Américain, Ricky Fowler. Reed se retrouve à peu près au même niveau que fin 2015 où il était classé 10e et en 2016 où il occupait le 8e rang. Ses 2 meilleures années sur le circuit et juste derrière l'Espagnol Sergio Garcia, 10e vainqueur du Master 2017. Avec ce trophée, Patrick Reed a fait un bond de 13 places au classement mondial. Il passe de la 24e place à la 11e. Présent à ses Masters, Tiger Woods a terminé 32e après des années de doute. Il a toutefois réussi à revenir dans le top 100 mondial en se classant 88e. Le débrief, c'est maintenant.
Quart de finale à retour de la Ligue des Champions. L'AS Roma et Liverpool sont les premières équipes qualifiées pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. La Roma a réussi l'exploit d'éliminer le FC Barcelone en s'imposant 3-0 quand Liverpool a une seconde fois dicté sa loi à Manchester City. Le résumé de ces deux rencontres avec Jean-Sylvain Esso. Battu 4-1 il y a une semaine, l'AS Roma a réalisé un exploit monumental en s'imposant et en éliminant le FC Barcelone. Edin Dzeko reprend le centre de Daniele De Rossi et ouvre le score dès la 6e minute. Son but donne de l'espoir aux Giallorossi, bien déterminés à pratiquer la remontada dans leur stade olympique. En seconde période, les héritiers de Francesco Totti obtiennent un penalty à la 58e minute. L'expérimenté Daniele De Rossi se lance et porte le score à 2-0. À un but de l'exploit, les Romains accentuent la pression et sont récompensés à 8 minutes de la fin. Le Grec Manolas, sur un centre d'Under, parvient à inscrire de la tête le 3e but des Italiens. Héroïque et extraordinaire face à l'un des grands favoris de la compétition. À l'Etihad Stadium, Liverpool a confirmé son exploit de la semaine passée en sortant Manchester City au prix d'une deuxième victoire. La rencontre avait pourtant bien débuté pour les Sky Blues qui, au bout de 2 minutes, trouvent le chemin des filets grâce à Gabriel Jesus. Méconnaissables en première période, les Reds reviennent dans la rencontre avec un subtil ballon piqué du pharaon, Mohamed Salah, qui égalise peu avant l'heure de jeu. À la 77e minute, Firmino, d'un tir à ras de terre, éteint le stade en trompant Ederson pour le 2-1. Et les You'll Never Walk Alone peuvent résonner dans l'Etihad Stadium. Liverpool retrouve les demi-finales qu'il n'avait plus connues depuis 10 ans. Kader, c'était pratiquement un tremblement de terre hier, la Roma qui élimine le FC Barcelone. Oui, absolument. Si on peut parler d'exploit, en revanche, on ne peut pas parler de victoire usurpée, tellement les Roumains ont mis les bons ingrédients dans cette victoire face au FC Barcelone. Ils ont eu surtout la bonne attitude, une attitude que détestent les Barcelonais, c'est-à-dire les presser très haut, fermer les espaces, fermer les intervalles et puis surtout monter une véritable efficacité, parce que quand vous voyez les 3 buts ont été inscrits à des périodes, on va dire, cruciales, 6e minute d'entrée de jeu, à l'heure de jeu 60e minute, et puis à 8 minutes de la fin, la 90e minute, ce but assassin qui élimine définitivement le Barça de la Ligue des Champions. Donc une victoire, on va dire, logique, méritée pour l'AS Roma, qui s'est bien comporté, qui a mis de l'intensité, qui a mis de l'impact dans les duels et qui, une fois de plus, a mis de l'efficacité dans ses actions offensives. Alors, capitaine, vous êtes d'accord avec Kader, la victoire de l'AS Roma est méritée? C'est une victoire claire, nette, limpide et qui ne souffre d'aucune contestation. Et moi, j'ai bien aimé ce match parce que c'est un match qui est porteur de leçons. Parce que ça se passe là-bas, mais il faut que nous tirions chaque fois des leçons des choses qui se passent ailleurs pour regarder nos équipes. Eh bien, la victoire de l'AS Rome prouve au moins 2 choses. Ouais. Chaque match a sa vérité. Et ce n'est pas parce qu'on a perdu par un large score le match précédent, parce qu'on était moins bien, qu'il faut croire qu'on ne peut pas relever le défi. Il faut toujours... L'adversaire a eu 90 minutes pour t'en mettre 3 ou 4. Yeah. Eh bien, tu as 90 minutes pour lui en mettre 3 ou 4. Et il faut venir avec cet élan-là, même si, aussi fort soit-il. Après, si sur le terrain, il se révèle encore plus fort que toi, bon, tant pis, mais tu seras venu avec tout ce qu'il faut pour gagner. Et l'AS Rome l'a prouvé hier. Ils ont bouclé Barcelone sur tous les plans. On n'a pas reconnu l'équipe de Barcelone hier. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on va expliquer tout à l'heure qui, dans le jeu de Barcelone, montrent ce qui s'est passé. Ouais. Mais moi, je retiens d'abord l'état d'esprit de l'AS Rome. Quand on veut gagner, on peut gagner. Donc, et on se donne les moyens aussi de gagner. Absolument, c'est dans la tête qu'on gagne, c'est dans la tête qu'on perd. Si l'AS Rome était venu hier en se disant que 3 buts contre le grand Barça, c'est impossible, eh bien, ne le réaliserait pas. Mais ils se sont dit, ben, le Barça, c'est 11. Et nous sommes 11. On a raté le match aller. Aucun complexe. Exactement, on a raté le match aller, mais on a le match d'aujourd'hui. On doit perdre avec nos armes et avec notre foi. Eh bien, c'est ce qu'ils ont engagé. Et vous regardez, les mêmes balles qu'au match aller, ils rataient, c'est le même type de balles sur lesquelles ils marquent les 3 buts. Ils ont eu ce type d'occasion au match aller. Mais ils étaient moins confiants. Ils sont partis au match aller juste pour limiter les dégâts.
Mais on ne va pas limiter des dégâts, on va pour gagner. Tous les terrains sont faits pour gagner. S'ils avaient joué comme ils ont joué hier, eh bien le Barça ne serait pas venu avec la suffisance qu'on a observée. Absolument, mais il y a aussi le système tactique de Eusebio Di Francesco, l'entraîneur de l'AS Roma, qui est venu avec un 3-4-3 qui a gêné, comme Capil a dit, cette équipe de Barcelone, qui a étouffé, on va dire, le milieu à 4, parce que le FC Barcelone a évolué en 4-4-2, avec 4 milieux de terrain, Busquets, Rakitic, Sergio Busquets, et Sergi Roberto, pardon. Et puis, bon, cette équipe de l'AS Roma, on a mis beaucoup d'intensité avec ces 5 milieux de terrain qui ont fait beaucoup de courses, qui sont venus gratter des ballons, qui ont gêné la relance du FC Barcelone. Quand vous gênez cette équipe-là, on va dire dans sa transition, quand elle amorce ces phases offensives, véritablement, elle est gênée. Et après, on voit ce que ça fait. On compte sur un espoir de Lionel Messi, mais qui n'a pas été dans un grand soir hier. Il était aussi absent que ses partenaires. Absolument. Et puis, on l'a dit, l'AS Rome voulait gagner, donc l'AS Rome a bougé. Alors que le Barça était figé dans son jeu. C'était un jeu quasiment immobile. On porte le ballon, on donne, on se redonne, on part. On ne crée pas le mouvement qu'il faut pour déstabiliser la défense adverse. À aucun moment réel, ils n'ont porté des actions collectives comme on le connaît au Barça pour déstabiliser cette défense. On a eu l'impression que le Barça s'est dit, cette équipe peut très bien nous bousculer, mais on a les moyens par un exploit individuel à tout moment, soit de Messi, soit de Suarez, soit même du petit Dembélé quand on le fera entrer pour marquer le but ou les 2 buts qui vont contrarier tout leur projet. Eh bien, malheureusement, aucun de ces auteurs d'exploit n'était à la hauteur hier. Donc, le collectif n'a pas marché, et bien l'individuel non plus n'a pas marché pour sauver cette équipe. Elle était partie pour perdre, elle a perdu. Le risque était de perdre la qualification aussi, et bien elle a perdu la qualification aussi. Et c'est tant mieux. Parce que c'est ça le football. Il faut qu'on montre ça à tout le monde pour dire qu'au football, rien n'est gagné d'avance. Il faut venir pour vouloir gagner et agir dans ce sens. D'accord, nous allons décortiquer ensemble cette rencontre, en commençant par le premier but, Kader, de l'AS Roma. But qui est intervenu à la 6e minute. Oui, on va dire les choses sont allées à une vitesse grand V dans cette rencontre. Là, ce quart de finale retour entre l'AS Roma et le FC Barcelone. Sur sa première véritable occasion, et on va le voir certainement sur c'est une longue balle. J'ai une longue balle de Daniel dans le dos de la défense. Umtiti. Mauvais alignement, une fois de plus, de Piqué et de Samuel Umtiti, dont profite Edin Dzeko, et qui va prendre la profondeur, mais qui va surtout s'imposer physiquement, parce que c'est un garçon je crois que la réalisation va nous suivre et qu'on verra... oui, et puis on voit Umtiti qui arrête son effort. Je veux dire, on a comme l'impression qu'il ne croit pas qu'Edin Dzeko peut aller au bout de cette action, alors que c'est un garçon qui est expérimenté, c'est un buteur. Absolument. Donc il est allé jusqu'au bout, il a fait écran sur Jordi Alba qui était légèrement en retard, et après il ne lui a suffi que d'un petit geste pour surprendre le gardien qui ne savait plus très bien s'il fallait sortir ou pas, parce que normalement quand un ballon entre le gardien et des joueurs qui arrivent, mais qui sont pris par ses partenaires, le gardien ne peut pas sortir. Il peut sortir lorsqu'il n'y a plus rien à faire, mais lorsqu'il y a le duel encore entre ses partenaires et le joueur, l'attaquant adverse, le gardien est obligé d'attendre au moins un signe de ses partenaires. Eh bien, ils ne lui ont donné aucun signe et ils ont laissé passer Edin qui a marqué tranquillement. C'est un but tout à fait mérité. Il y a une situation de laxisme de Umtiti qui n'a pas continué son effort, alors qu'il avait les moyens vraiment d'aller beaucoup plus vite qu'il n'a couru. On a eu l'impression même qu'à un moment donné, il a arrêté de courir. C'est surtout sur la première action véritable de l'AS Roma qu'elle a réussi à faire mouche. On va dire que cette équipe-là a entamé le match par le bon bout. Elle savait qu'elle devait mettre beaucoup d'intensité, mais beaucoup d'efficacité offensive sur ces actions. Je crois, non voilà, donc c'est sa première véritable descente dans voilà, on voit enfin le premier but de l'AS Roma. Là, le but est déjà marqué, mais j'espère qu'on va le revoir. On va voir donc la course de Edin Dzeko quand on lance le ballon. La deuxième partie, ok, vous voyez le départ du ballon. Et regardez Umtiti, c'est Umtiti qui est vers nous. Vous voyez, il arrête son effort. Absolument. Il arrête son effort, il n'y a rien d'explique qu'il a arrêté son effort. Et c'est au dernier moment qu'il se rend compte que Jordi Alba, peut-être celui qui comptait, ne pouvait pas battre Edwin à la course. Et c'était trop tard, le gardien ne pouvait pas sortir. Et donc lui aussi restait sur ses appuis. Bien, malheureusement pour eux, l'efficacité de ce grand attaquant aura permis à Rome de commencer le match de la plus belle des manières. On est encore dans le premier quart d'heure. Il fait 1m94, Edin Dzeko, donc comparé à Samuel Umtiti, c'est vraiment un combat, on va dire, déséquilibré. Oui, mais en plus, regardez Umtiti, il ne continue pas sa course. Vous voyez qu'il ne cherche pas vraiment à conquérir le ballon. Il part, mais après, on n'a pas vraiment le sentiment qu'il veut
vraiment perturber l'attaquant. Il y a comme un ralentissement de sa course que rien n'explique. C'est aussi le fait que peut-être il a plus de vitesse. Non, mais regarde le départ, regarde la course de Mtiti, Il arrête sa course. C'est vrai qu'au départ, il y a une petite avance d'Elvin, mais lui, il arrête sa course. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passe pour un défenseur, c'est quoi? Il ne peut peut-être pas prendre le ballon, mais il faut qu'il gêne suffisamment pour que l'attaquant manque de sérénité. Il faut gêner l'adversaire, il faut l'empêcher d'agir en toute sérénité. Or, il arrête son effort. Du coup, l'adversaire, il est tranquille pour faire le bon geste, pour faire le geste efficace. Alors, nous allons passer maintenant, Cadet, au deuxième but. Il y a un manque de communication, comme Capi le disait, entre le gardien et le dernier défenseur. Exactement. On dit coupe sa course parce qu'il croit à un moment que Ter Stegen va sortir pour intervenir. Mais au moment où il se rend compte... Voilà, on revoit même là. Voilà. Ça, c'est le deuxième but. Ça, c'est le deuxième but. Encore une fois, c'est l'action du pénalty, oui. Regardez toute la défense. Regardez l'insuffisance. Je vais dire, ils sont trois. Il y en a un qui est dans le dos. Pour un bon attaquant, le défenseur qui est dans son dos, c'est quelqu'un qui est éliminé. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est dans votre dos, il ne peut rien faire. Il ne peut faire que la faute. Donc, généralement, on conseille au défenseur qui est dans le dos de rester debout, de ne pas se laisser tomber parce que si tu te laisses tomber, ou bien tu fais la faute, ou bien tu es éliminé. Donc, il faut simplement cadrer pour que l'adversaire ne puisse pas se retourner. Ouais. Eh bien, il a été incapable de le faire. Regardez, il le tient, et il ne l'empêche pas de se retourner. En plus, il se laisse tomber. Donc, double faute de la part de Piqué. Mais aussi, on va peut-être, on a passé l'image, mais voilà. On va dire l'assistana de Samuel Umtiti qui ne vient pas conquérir le ballon au moment où Samuel Umtiti est est à la lutte avec Edin Dzeko. Il suffisait de passer devant Edin. Ou subtiliser le ballon tranquillement au Bosniaque, mais non, il a assisté au combat entre Edin Dzeko et Gérard Piqué, et puis il est réparable. Non, il était... Et puis le pénalty transformé par le capitaine roumain Daniel De Rossi, qui était le buteur malheureux contre son camp lors du match aller, qui là vient sonner le glas de la révolte encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passait dans la tête des Barcelonais? Ils étaient dans la suffisance. Quelque chose qui n'allait pas. Ils étaient dans la suffisance. C'est vrai qu'en ce moment, ils sont un peu épuisés. L'équipe est dans une sorte de petite période de saturation. Le match d'avant contre les Ganes, il a fallu un exploit de Messi pour les sauver en championnat. Donc, en fait, l'équipe, en ce moment, a quelques difficultés. Mais quand on les a vus jouer hier, au-delà de la fatigue, on a quand même eu l'impression qu'il y avait de la suffisance, qu'il y avait un manque de respect pour l'adversaire. Exactement comme au match aller, lorsqu'ils prennent le seul but marqué par la Roma. La Roma marque le but à un moment donné où ils font des passes dans leur camp. Le gardien s'est même permis un dribble, qui a failli envoyer un dribble, envoyer un but. Donc, en fait, cette équipe, à un moment donné, je crois, a manqué de respect à l'adversaire. Et même en venant dans ce match, on a une impression qu'ils se disaient, écoutez, on va remplir la formalité et puis on revient aux choses plus sérieuses ici en championnat où on doit être champion sans avoir pris de défaite. Eh bien, ils auront compris, après ce qu'ils ont vu hier, que rien n'est gagné d'avance. Et ça, surtout que cette équipe du Barça, on en parle le moins, c'est que c'est un 11 type, mais sans véritablement de profondeur sur le banc de touche. Parce que quand vous avez cette équipe-là, quand elle n'arrive pas à trouver la solution, c'est difficile à chaque fois de trouver ce joueur-là sur le banc qui est capable de faire la différence. Peut-être à un joueur près, Dembélé qui est entré tardivement, mais qui n'a pas réussi à mettre de la vitesse. Et on le voit, c'était un effectif très pauvre du Barça. À contrario du Real de Madrid, il y a des joueurs qui sont capables, quand ils font à chaque fois des entrées, de faire des différences. Et ça manque au Barça. Donc c'est trop petit pour moi pour espérer aller loin dans cette compétition. Oui, le Barça, ils ont le nom, mais pas la qualité. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas les hommes pour pratiquer leur propre football. Ils ont eu le même problème que l'équipe d'Espagne a eu à l'Euro, au dernier Euro. Leur propre football n'arrivait pas à le pratiquer. Quand vous avez regardé les derniers recrutements du Barça, c'est les recrutements qui ont été ratés. Gomez, c'est Medo, c'est toutes ces personnes-là. Ce n'est pas l'ADN du Barça, ce n'est pas le même niveau de jeu. Le jeune Dembélé vient d'arriver, il a été blessé malheureusement, donc il ne peut pas arriver au même niveau. C'est comment il s'appelle celui qui est de Liverpool Suarez. Non, Coutinho. Voilà, il est venu, mais il ne peut pas jouer la Ligue des Champions. Donc, du coup, mais je me demande bien, capitaine, dans ce cas, pourquoi le Barça a sous-estimé cette équipe de l'AS Roma depuis même le tirage au sort? Il se croyait qualifié. C'est ce qu'on dit toujours. Quand on pense que tout est déjà fait et qu'on n'a plus rien à faire, on est surpris de voir quelqu'un d'autre le faire à notre place. Le Barça se croyait déjà qualifié. Et donc, en oubliant la réalité du terrain. Bien sûr, ils ont oublié qu'ils avaient en face d'eux des garçons qui avaient de l'orgueil, qui avaient une dignité à défendre. En faveur des Roumains, qui ont bien des chances, on va voir. Oui. On parle de la fatigue du Barça, c'est vrai, mais en face, il y a une vraie équipe de la Roma qui est venue avec beaucoup d'envie, qui était plus concernée par les débats, mais qui croyait en cette remontada-là et qui l'a réussi avec panache. Ah oui, quand tu marques le premier but dès le premier quart d'heure,
tu te dis, attention, quelque chose est possible. Ouais. Et puis, on finit la première mi-temps. Dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, tu marques le deuxième but qui prouve que tu es à la porte de la qualification, parce qu'un seul but suffit désormais. Eh bien, il n'y a plus rien à douter. Donc, tout le temps, ils ont travaillé avec l'idée que la chose était possible et ils l'ont réalisé. Cela dit, quand on regarde tactiquement, l'immobilisme du jeu barcelonais était un vrai facteur de défaite. Parce qu'on sait très bien que le Barça, c'est le jeu des passes et la construction depuis les bases. C'est le surnom au milieu et surtout à un certain moment, c'est l'accélération dans les 30 derniers mètres adverses. On n'a rien vu de tout cela hier. D'accord. Alors, nous allons parler de l'autre quart de finale qui a vu la qualification de Liverpool. Liverpool devant Manchester City. Alors là, Liverpool a tout simplement confirmé face à Manchester City. Oui, et on est d'autant surpris que City a fait une entrée fracassante dans ce match. Premier but à la 2e minute de jeu, pratiquement sur la première balle ratée de Liverpool. On était vraiment parti pour se dire, attention, City n'a pas encore dit son dernier mot. Eh bien, Liverpool a fait le dos rond, s'est repositionné, a mieux équilibré sa défense et a donc mieux supporté toute la charge de City. C'est vrai que dans ce match, il y a eu quelques décisions d'arbitrage qui ont véritablement influencé le cours du jeu. Mais on doit globalement reconnaître que sur l'ensemble des 2 matchs, Liverpool aura été beaucoup plus efficace. Pas forcément plus rayonnant dans le jeu, mais plus efficace parce qu'ils ont su aller à l'essentiel. Quand on a vu le premier but hier, le deuxième but hier, eh bien dans les derniers quarts d'heure, les joueurs de City n'avaient plus rien dans les jambes. Quand on voit le deuxième but, le défenseur n'a même pas pu se relever pour essayer de reconquérir le ballon qu'il venait de perdre en position de dernier défenseur. Donc ça vous dit qu'ils étaient épuisés. Ils auront tout donné, mais ils ont eu en face d'eux une équipe de Liverpool bien organisée, bien en place. Sa défense, qui est un peu son point faible, a été mieux renforcée. Sadio Mané, qui est pourtant un milieu mais très offensif, était très positionné. Il était positionné très loin derrière sur les récupérations. Donc on a vu que Liverpool a bien compris qu'on ne peut pas toujours laisser l'adversaire travailler sur votre point faible. Quand on a pris 5 contre la même équipe en championnat, on sait comment l'équipe déroule son jeu. Et quand on a une bonne équipe, on doit pouvoir stratégiquement fermer les couloirs, fermer leurs axes de développement. Et c'est ce qu'ils ont réussi hier. Alors, pour des soucis techniques, Kader, on ne pourra pas voir, bien sûr, les temps forts de cette rencontre Liverpool-Manchester City. Oui, allez-y. C'est vrai qu'on montre, en tout cas, du bout du doigt, cette efficacité offensive de Liverpool. Mais là où cette équipe a progressé avec Jürgen Klopp, c'est sur l'aspect défensif. Il y avait véritablement cette défense passoire, là, qui était capable, une équipe qui était capable de marquer 6 buts et d'encaisser 7 derrière. Mais depuis, on va dire Henderson et puis Van Dijk, vraiment, il y a un vrai équilibre. Hein. Quand cette équipe-là se projette vers l'avant, derrière, il y a un vrai équilibre qui est fait soit par Milner, soit par Henderson, le capitaine. Mais rappelez encore une fois de plus, on va dire ce formidable trio-là, Firmino, Sadio Mané et Salah, qui, sur les jambes, a réussi à faire basculer cette rencontre-là. Et sur cette rencontre, c'est juste des détails. Hein. Ce raté de Otamendi qui permet, n'est-ce pas, à Firmino de récupérer le ballon pour le second but qui crucifie littéralement cette équipe de Manchester City. Mais encore une fois, la stratégie de Jürgen Klopp aura eu raison de Pep Guardiola. Maintenant, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que Liverpool a une meilleure défense? Eh bien, c'est simple. À la perte du ballon aujourd'hui, tous les attaquants de Liverpool essaient de gêner la relance. Et lorsqu'ils n'ont pas réussi à gêner la relance, eh bien, ils se repositionnent dans leur camp à la vitesse à laquelle ils peuvent le faire pour essayer d'avoir les 2 blocs de 5 et de 4. Il n'y a qu'un seul qui reste en dehors de ce système. C'est-à-dire que quand ils attaquent pratiquement à 6 devant, 3 qui sont dans la zone de récupération pour pouvoir relancer l'attaque. Ouais. Et quand il s'agit de défendre, eh bien, il y a une ligne de 5 derrière, une ligne de 4 devant. Cela leur permet de contenir le maximum d'assaut. Tout à l'heure, je vous parlais du cas de Mané. Oui. Eh bien, Mané venait jusqu'au niveau de son latéral droit pour qu'il soit à 2 pour fermer le couloir. Surtout que hier, le jeune Leroy Sané était dans un élan virevoltant tel que si on laissait le latéral tout seul avec lui, il aurait causé beaucoup de misère. Donc, alors, petit constat.
Et les leaders des championnats sont éliminés, Manchester City, le PSG et puis le Barça. Oui, comme Capil le disait, des équipes qui ont tout donné dans leurs championnats respectifs, on va dire qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie, finalement ont payé le prix fort dans cette Ligue des Champions-là. On a vu le FC Barcelone qui n'a pas perdu de match en Liga, venir se faire éliminer par l'AS Roma, qui avait pris, on va dire, déculotté avant ce match-là face à la Fiorentina 2-0 dans ce même stade olympique, mais qui a su se réinventer sur cette Ligue des Champions-là face au Grand Barça. Ça vous dit que, quelque part, des équipes ont choisi peut-être une compétition, de tout miser sur la Ligue des Champions. Il reste encore un leader, c'est le Bayern de Munich. On va voir est-ce que cette règle va se confirmer. Mais quand on parle des premiers, il faut enlever le PSG, parce que pour moi, le PSG souffre justement du niveau du football français. Quand vous êtes une équipe qui règne autant, vous n'avez pas de vrai sparring partner pour aller vers l'Europe. Donc je crois que le problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est que les clubs français n'obligent pas à aller beaucoup plus loin. D'accord. Juste un mot, remontada ou confirmada pour ce soir à Real Juventus? Je pense plus à une confirmation du Real Madrid qui, à l'inverse du Barça, ne va pas s'embrasser de fioriture pour confirmer son résultat acquis, n'est-ce pas, à Turin, face à la Juventus de Turin. Et surtout quand vous avez un joueur comme Cristiano Ronaldo, véritablement ça va cracher du feu. Non, la différence c'est que le Real a gagné certes, mais il va encore jouer aujourd'hui pour gagner. Donc ça donne beaucoup de chances de se qualifier. Merci en tout cas, merci à vous très chers téléspectateurs et puis bonne suite de programme sur RTE.